Salut, moi c'est Nicolas de Echekemat et aujourd'hui dans cette masterclass, on va revoir ensemble les bases en mathématiques. Cette vidéo est découpée en 5 parties. L'algèbre de base, l'étude de fonctions, la résolution d'équations, la résolution d'inéquations et la méthode ultime pour résoudre n'importe quel problème en maths. Pour chaque section, tu auras accès aux notes de cours ainsi qu'à un chapitrage qui s'affiche en haut de l'écran. Donc n'hésite pas à te rendre à la section qui t'intéresse le plus, même si pour suivre nos cours, je te conseille de suivre toute la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, la première partie qu'on va voir ensemble, c'est l'algèbre vraiment de base. L'algèbre en mathématiques, en gros, c'est tout ce qui concerne les calculs, donc comment on va faire pour faire les calculs, quelles sont les règles, les priorités, tout ça. Et donc, dans cette première partie, on va voir les priorités d'opération. Alors, vous avez peut-être déjà vu en secondaire, un petit mot magique qui permet la priorité d'opération, c'est PEMDAS. Normalement, ça doit dire quelque chose à tout le monde. Et donc, on va le lire de gauche à droite comme n'importe quel mot au final. Et on va commencer toujours par la première lettre, donc par le P qui signifie les parenthèses. Puis ensuite, si on n'a plus de parenthèses dans le calcul, on va faire les exposants, puis les multiplications, puis les divisions, les additions et puis les soustractions. Donc toujours dans cet ordre-là. On va faire un petit exemple. Par exemple, ici, j'ai pris moins 3 fois 2 plus 1 au carré moins 4 fois 3 divisé par 6. Alors, si on regarde la première règle ici, donc il faut qu'on d'abord on fasse les parenthèses. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc je recopie tout le calcul. Je vais le mettre ici en dessous, ce sera plus facile à voir. Je recopie tout le calcul et je vais remplacer le 2 plus 1 par 3. J'obtiens moins 3 fois 3 au carré, moins 4 fois 3 divisé par 6. On laisse la parenthèse même si elle ne sert plus à grand chose. Hop, on peut descendre un petit peu et on va faire la suite. Donc après les parenthèses, on doit faire les exposants. Ici, j'ai un exposant 2, donc 3 exposants 2, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Je me retrouve avec moins 3 fois 9. Hop, moins 4 fois 3 sur 6. Ensuite, on va remonter peut-être voir le PEMDAS. Ensuite, il faut faire les multiplications. Donc ici, j'en ai deux. J'ai le 3 fois 9 et le moins 4 fois 3. Donc on va les faire directement. Moins 3 fois 9, ça fait 9, 18, 27. Donc moins 27. Et 4 fois 3, ça fait 4, 8, 12. Donc moins 12 sur 6. Ensuite, il me reste une division. Donc ça, on peut la faire directement. 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc ici, c'est moins 12 sur 6, donc ça fait moins 2. Moins 27, moins 2. Et finalement, je tombe sur moins 29. PEMDAS, c'était vraiment la règle générale. Ici, on va regarder un petit peu des règles plus précises par rapport à certaines fonctions. Par exemple, ici, pour les fractions, on va regarder la somme de deux fractions. Et la règle me dit que je dois mettre les deux fractions au même dénominateur. De manière générale, sur une fraction a sur b plus c sur d, on pourrait le faire vraiment de manière théorique et trouver cette équation-là, à la retenir par cœur. Le problème, c'est que retenir des choses par cœur, c'est pas génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt faire un petit exemple ensemble. Par exemple, 3 demi plus 1 sixième. Hop. Alors, s'il faut mettre tout au même dénominateur, ici, le dénominateur commun, on pourrait prendre soit le produit des deux, comme c'est ici donné dans l'équation. Le problème, c'est que c'est pas toujours le plus optimal. Alors, on peut le faire parce que ça marche toujours, mais on se retrouve souvent avec des gros nombres. Donc ici, on peut réfléchir un petit peu. S'il n'y a pas un dénominateur commun entre 6 et 2, effectivement, ici, on peut tout mettre sur 6, puisque 2 fois 3, ça va me faire 6, donc c'est bien un multiple. Donc je vais choisir ça comme mon dénominateur commun, le 6. Alors, pour passer ici de 2 à 6, j'ai dû donc multiplier par 3. Si je le fais en dessous de la fraction, je dois le faire au-dessus également pour rétablir l'égalité. Puisque si je fais une opération au-dessus, je dois le faire en dessous aussi. 3 fois 3, ça me donne 9, ici, plus. Alors, pour la deuxième fraction, ici, j'ai pas besoin de changer quelque chose, puisque c'était déjà sur 6. Donc là, le plus 1 qui est au numérateur, je vais les recopier, et je tombe sur 10 sur 6. On peut encore simplifier, donc ce n'est pas encore une fraction totalement simplifiée. Ici, on peut encore tout diviser par 2, puisque 10 et 6 sont des multiples de 2. Je vais donc tout diviser par 2, et j'ai 5 sur 3. Voilà. Toujours pour les fractions, on peut regarder l'opération du produit. Et là, la règle n'est pas la même, on ne doit pas mettre au même dénominateur. La règle est simplement qu'on va multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Petit exemple pour exprimer ça, on va faire le même calcul que juste au-dessus, mais avec un fois au lieu du plus. Et donc ici, la règle me dit que je dois multiplier les numérateurs ensemble. Donc ici, le 3 et le 1, on les multiplie. Bon, ça donne 3, 3 fois 1. Et pareil pour les dénominateurs ici, 2 et 6, ça me fait 12. Et là, on peut encore réduire la fraction, elle n'est pas sous forme irréductible. On peut diviser tout par 3, puisque 3 est un multiple de 3. Et 12 est un multiple de 3 aussi. Donc, on va avoir 1 sur 4.
Dans le même ordre d'idées, toujours pour les fractions, on peut regarder la division de deux fractions. Et la règle ici, c'est qu'on va pouvoir remonter la fraction du dessous en multipliant par son inverse. Voici la formule théorique. Donc j'ai une fraction ici a sur b qui est entre guillemets au numérateur et qui est elle-même divisée par une autre fraction d sur c. Et donc ce que je dis par la petite règle ici, c'est que je peux faire remonter la fraction qui est en dessous au niveau du numérateur, mais le prix à payer, c'est que je dois inverser le sens de la fraction. Donc au lieu d'avoir c sur d, vous voyez qu'elle remonte au numérateur, mais maintenant c'est d sur c. Petit exemple avec nos mêmes fractions que tout à l'heure. Donc j'ai 3 demi ici divisé par 1 sixième. Je peux donc recopier tout simplement la fraction du dessus. Vous voyez que dans la formule ici, c'est exactement la même, on n'y touche pas celle-ci. 3 demi fois, et maintenant je peux inverser le 1 sixième qui donne 6 unième. Et là on se retrouve avec un produit de fractions. On a vu juste avant comment faire. Donc là pareil, je vais multiplier les numérateurs ensemble. Donc 3 fois 6 ça fait 18, divisé par, pareil pour les dénominateurs, on les multiplie ensemble. 2 fois 1 ça me donne 2. Et 18 par 2 ça fait 9. Troisième catégorie de fonctions qu'on va regarder ici, c'est les exposants. Et donc on peut commencer par le produit d'exposants, qui est entre guillemets la formule la plus simple. Quand je vais avoir deux exposants qui ont uniquement la même base, attention, il faut forcément que les deux exposants aient la même base, sinon on ne peut pas les multiplier, et qui ont des exposants différents ou les mêmes, peu importe. Quand on va multiplier x exposant a fois x exposant b, on va tomber sur x exposant a plus b. Donc là, on additionne les exposants et on recopie la base. Par exemple, 4 au carré fois 4 au cube, je recopie la base, donc c'est 4, exposant la somme des deux exposants, donc 2 plus 3, ça me fait 5. Ça marche un petit peu de la même façon pour la division. Ici, quand je vais avoir x exposant a divisé par x exposant b, on va bien se retrouver avec la même base, donc x, avec des exposants qui vont se soustraire cette fois-ci. Alors pourquoi est-ce que ça se soustrait? Parce que en fait, quand j'ai x, 1 sur x exposant n, c'est la même chose qu'avoir x exposant moins n. Donc je peux ici toujours changer le sens de la fraction ici, mais le prix à payer, c'est de changer le signe de l'exposant. Petit exemple, ici j'ai 3 au carré divisé par 3 exposant 4. Donc si j'applique directement la formule en bleu de la division, je vais avoir 3 exposant 2 moins 4. Attention, c'est bien celui du dessus moins celui du dessous et pas l'inverse. Je tombe sur 3 exposant moins 2. Alors c'est pas très joli écrit comme ça, mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser la propriété en orange ici pour, donc dans l'autre sens, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci, et donc je peux inverser le sens de la fraction en changeant le signe de l'exposant. J'ai donc 1 sur 3 au carré, ce qui me fait 1 sur 9. Une des propriétés ultra importantes des exposants, c'est qu'en fait, on peut les écrire sous forme de racine, ou l'inverse. On voit qu'ici, une racine bm de x exposant a, c'est la même chose que x exposant a, lui, il bouge pas, mais divisé par b. Donc en fait, la racine de b, c'est la même chose que faire un exposant divisé par b. Par exemple, ici, j'ai la racine quatrième de 9 au carré. Je vais pouvoir l'écrire sous forme d'exposant fractionnaire, donc c'est la forme qui est ici, c'est comme ça qu'on l'appelle. 9 exposant 2 quarts. Et 2 quarts, ça fait 1 demi. Hop. Et donc ça, en fait, si je comprends bien ce qui se passe, je peux encore maintenant le réécrire sous cette forme-là, puisque j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. On peut inverser la formule, et donc l'écrire comme tout simplement racine carrée de 9. Et racine carrée de 9, ça fait plus ou moins 3. Ici, un deuxième exemple un peu plus compliqué. Donc j'ai la forme 1 sur racine cubique de 2 exposant moins 6. Et j'aimerais bien simplifier ce machin. Alors, on va d'abord utiliser la formule d'exposant fractionnaire pour pouvoir déjà réécrire de manière un peu plus simple. Donc, je vais avoir 1 sur 2 exposant moins 6 sur 3, que je peux simplifier, parce que du coup, moins 6 sur 3, ça fait juste moins 2. Je tombe donc sur 1 sur 2 exposant moins 2. Et là, c'est pas ultra génial d'avoir cette forme-là avec un exposant négatif. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre la formule de tout à l'heure qui me disait que je pouvais toujours passer mon terme de l'autre côté de la barre de fraction, mais le prix à payer, c'était de changer le signe de l'exposant. Donc je peux passer le 2 exposant 2 au-dessus, et le signe moins de l'exposant disparaît. Et donc ça me fait 2 au carré, qui me donne 4. Alors, le dernier point de cette partie algèbre, ça va être tout ce qui va être développement et factorisation, qui est quand même pas mal utile pour simplifier les calculs en maths. La première chose qu'on va voir, c'est le produit de parenthèses. Alors ici, j'ai un a qui va multiplier la parenthèse b plus c. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup distribuer, on appelle ça, le a aux deux termes de la somme. Donc je vais avoir a fois b, ici, plus a fois c, ici.
Petit exemple, 3 fois 2 plus 4. Alors, je vais d'abord faire le 3 fois 2 que je distribue. Ça me fait 6, plus ensuite le 3 fois 4 qui me fait 12. Et donc, en tout, ça me fait 18. Ce qui est la même chose qu'au final, faire la priorité de l'opération. Donc, faire d'abord 2 plus 4, ce qui me fait 6. Donc, je vais avoir 3 fois 6, et 3 fois 6, ça fait bien 18. Il y a deux façons, du coup, de faire le calcul dans ce cas-ci. On peut rajouter un élément à notre produit. Ici, j'ai rajouté un deuxième terme, donc j'ai deux parenthèses avec deux sommes qui se multiplient. La logique reste la même, on va distribuer les éléments un par un à tous les éléments. Donc vu que j'ai en tout 4 éléments, je vais me retrouver avec aussi 4 éléments de produit. Je vais donc avoir A fois C, c'est le terme qui est ici, plus A fois D, c'est le deuxième terme qui est ici. Ensuite, on additionne encore B fois C, hop, l'élément ici, et puis finalement le B fois D qui est là-bas. Ici, petit exemple, j'ai en plus introduit des termes moins, ça change absolument rien, il faut juste prendre tout le nombre dans son ensemble. Donc par exemple, pour la première étape, je vais faire 4 fois ici tout le terme, le premier terme de la somme, donc fois moins 1. Et 4 fois moins 1, ça me fait moins 4. Ensuite, il faut que j'additionne à ça 4 fois 3. Ici, tous les deux sont positifs, donc ça me fait 4 fois 3, 12. Ensuite, l'élément moins 2 fois l'élément moins 3. On voit bien que c'est tout l'élément ici qu'on va prendre. Moins 2 fois moins 3, moins fois moins, ça donne plus. Donc je vais avoir plus 2. Et dernière étape, le moins 2 fois 3, ce qui me fait moins 6. Et j'obtiens au total, je vais avoir moins 4 et moins 6, ça me fait moins 10. Plus 12 et 2, ça fait 14. Et donc finalement, 14 moins 10, il me reste 4. Dans le même gamme d'idées, on peut regarder le carré d'une somme. Alors, on pourrait l'écrire comme tout à l'heure, avec a plus b fois a plus b, c'est ça le carré, quand on multiplie deux fois la même chose, et donc faire le même développement que tout à l'heure, mais souvent on retient la formule que j'ai mise ici. Donc, si j'ai une somme d'éléments, donc a plus b, tout ça au carré, je vais avoir a carré plus b carré plus 2ab. Par contre, si j'ai un moins ici entre les deux, je vais avoir le début qui est le même, donc les termes au carré restent positifs. Par contre, le double produit, on appelle ça comme ça ici, donc le 2 fois a fois b, devient négatif, puisque l'un des deux éléments, ici en l'occurrence le b, est négatif. Et donc quand on va multiplier les deux ensemble, ça va faire a fois b, enfin fois moins b, qui va se répéter deux fois, donc d'où le fois 2. Dans cet exemple ici, j'ai introduit une nouvelle variable x, ça ne va rien changer par rapport à tout à l'heure. On va juste reprendre la formule telle quelle. Donc je mets d'abord le premier terme au carré, c'est-à-dire 3x ici. Alors on va mettre une parenthèse pour être sûr que le carré s'applique bien sur les deux termes, donc sur le 3 et sur le x. Ensuite, on va additionner avec le deuxième terme que je vais mettre aussi au carré. Donc ici, en l'occurrence, c'est 2 au carré. Et puis moins le double produit, donc 2 fois le a, c'est-à-dire 3x, fois 2. Au total, j'obtiens, alors ici on peut distribuer le carré, donc il va s'appliquer sur le 3 et sur le x, donc je vais avoir 3 au carré, ce qui me donne 9, et x au carré, ça me donne x carré, plus 2 au carré, ça me fait 4, et ensuite ici, je vais avoir, alors j'ai un moins, donc ça veut dire que si j'ai un nombre impair de moins, le terme va être négatif, j'ai 2 fois 2, ce qui fait 4, fois 3, ce qui me fait 12, 12 fois x. Voilà. On peut regarder maintenant la factorisation des termes. Donc factoriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des éléments en évidence, donc pour écrire l'équation, en tout cas l'expression d'une façon plus simple. Alors ici par exemple, j'ai une somme de deux termes, donc j'ai ax plus ay. On voit bien que les deux termes ont quelque chose en commun, ils ont le a, ils ont tous les deux ce terme ici. Donc ce que je peux faire, je peux mettre le a en évidence, on appelle ça, et je vais le multiplier par la somme des deux éléments x et y. Donc ça c'est la factorisation du premier degré. Dans cet exemple ici, je vais essayer de simplifier au maximum l'expression. Donc là, on voit que le terme qui est commun aux deux éléments ici, donc à 6 et à moins 9, c'est 3. Parce que 6 est divisible par 3 et moins 9 est divisible par 3 aussi. Donc on peut mettre ce 3 en évidence, c'est l'équivalent de mon a que j'ai dans ma formule théorique ici. Je vais avoir 3 fois 2 qui me font bien 6, moins, alors pour faire 9, il faut multiplier 3 par 3, donc moins 3 fois x. Et on remarque ici que si je redistribue les éléments comme on a vu tout à l'heure, je retombe bien sur la forme qu'on avait ici. Donc c'est nickel. Alors ça c'était pour la factorisation des termes du premier degré. Ici, quand on va avoir une expression du second degré, donc avec un x carré, on va pouvoir simplifier ceci de cette façon-là. Donc je vais avoir a, donc l'élément vraiment qui est ici, qui multiplie le x carré. Tout ça qui va être multiplié par la soustraction entre la variable x et
à chaque fois les x1, x2, donc les racines de la fonction qu'on verra tout à l'heure. Ici, je peux faire un exemple un peu à l'envers, dans le sens où ici, j'ai déjà la forme qui est factorisée et on peut essayer de retrouver l'expression du second degré en distribuant comme on a fait tout à l'heure. Alors ici, pareil, je vais donc multiplier les éléments un à un ensemble. Donc d'abord, j'ai x fois x, ça me fait x carré. Puis je vais avoir x fois 3, ce qui me fait plus 3x. Ensuite, moins 1 fois x, ça me fait moins x. Et puis, hop, moins 1 fois 3, ce qui me fait moins 3. Et attention, tout ça était multiplié par 2. Donc, je vais mettre une grande parenthèse ici, et on peut rajouter le 2. Je peux le rajouter peut-être au début, puisqu'il était au début. Hop, ici. Et là, on peut encore simplifier un petit peu. Il suffit maintenant de distribuer le 2, par exemple, ou alors on pourrait d'abord faire les calculs à l'intérieur. Peu importe ici, donc soit on prend la priorité des opérations qui nous dirait qu'il faut faire d'abord les calculs, ou alors je peux redistribuer tout. Bon, ça prend peut-être un peu de temps de redistribuer tout, donc peut-être d'abord faire les calculs au maximum pour simplifier le travail qui sera fait après. Donc je vais avoir 2 fois x carré, il est tout seul, je ne peux pas l'additionner avec quelque chose d'autre, hein. Il n'y a pas d'autres éléments de même nature, pas d'autres éléments de x carré, donc voilà. Par contre, ici, les x, on voit bien que je peux les additionner ensemble. Il y a le 3x moins x. Bon, j'ai 3 fois quelque chose moins une fois quelque chose. Il me reste 2 fois cette chose, donc 2 fois x. Et le moins 3 qui est aussi tout seul. Et on peut encore tout multiplier par 2, donc je vais avoir finalement 2x carré. Puis je multiplie le 2 sur le 2x, ça me fait 4x. Et puis le 2 sur le moins 3, moins 6. Deuxième chose dont on va parler ici, c'est les fonctions. C'est super important puisque ça permet de représenter graphiquement des équations. Alors, la définition, si je devais la donner en français avec mes mots, c'est une espèce de machine, une fonction c'est une espèce de machine, un engin, qui mange des valeurs de x et qui va recracher des valeurs de y qui peuvent être différentes ou qui peuvent être les mêmes, avec une certaine logique en fonction du coup de la fonction. Par exemple, ici sur mon schéma, donc j'ai dessiné la fonction ici en bleu, souvent la note f de x, mais on peut aussi la nommer y, peu importe, hein, puisqu'en fait, ici c'est les hauteurs que je représente par rapport au x que je donne à manger à la fonction. Et cette fonction-là, ici, du coup, a un trait ici dans un repère orthonommé xy. Ma définition n'est pas totalement parfaite puisqu'il faut quand même distinguer quelque chose. Toutes les tracés de graphes ne sont pas des fonctions. Pour être une fonction, en fait, il faut pouvoir associer maximum un seul y à un x. Ça veut dire que la fonction ne peut jamais passer deux fois sur la même valeur de x. Par exemple, ici, dans la première ici que j'ai dessinée en bleu, on pourrait prendre une droite ici que je vais utiliser comme une espèce de scan. Et si je la mets sur tout le graphique, si je la fais passer, vous voyez que elle croise à chaque fois une seule valeur de la fonction. Du coup, ça veut dire que pour un seul x, il y a au maximum un y qui est correspondant. Ce qui n'est pas le cas dans la fonction, puisque ici, par exemple, hop, là j'ai un problème. Vous voyez que la fonction, elle coupe même 3 fois carrément ici mon petit scan. Donc ça veut dire que pour une seule valeur de x, je vais avoir 3 valeurs de y différentes, et ça rentre pas dans la définition d'une fonction. Donc ça, à rejeter, c'est pas du tout une fonction. On peut aussi parler d'une propriété importante, c'est la dimension d'une fonction, qu'on appelle aussi parfois l'ordre ou le degré de la fonction. C'est en gros l'exposant le plus grand possible trouvable sur un dx, et graphiquement ça traduit le nombre de racines de la fonction. La racine, on en parlera juste après, mais c'est en gros le nombre de coupures de l'axe des x qu'on va avoir avec la fonction. Par exemple, pour une fonction du premier degré, ici, donc par exemple la fonction juste f de x est égal à x, je vais avoir, vu que c'est un premier degré, 1 degré, je vais avoir une coupure au maximum. Pour la fonction ici du second degré que j'ai tracée qui est x carré moins 1, là j'ai deux coupures, donc j'ai deux racines à la fonction. Note que j'aurais pu en avoir moins, j'aurais pu en avoir une seule si je mets la fonction par exemple ici comme ceci, j'ai bien un seul point de coupure avec l'axe des x, ou j'aurais pu en avoir 0 si je la mets carrément au-dessus. D'accord. Donc ici, c'est maximum le nombre de degrés en racine de la fonction. Et pareil ici pour la fonction du troisième degré, j'ai 3 points de coupure ici, là et là, donc 3 racines, mais je pourrais en avoir qu'une seule si je monte par exemple, encore une fois, la fonction. Ici j'en ai par exemple 2, hein, donc j'ai le point de coupure ici, et si je la monte encore, je vais en avoir qu'un seul. Si on veut dessiner une fonction, il y a plusieurs stratégies possibles, mais la plus simple, après c'est la plus longue, c'est de faire un tableau de valeurs. Alors ici, je vous montre un petit peu comment ce qu'on va faire. J'ai pris un petit exemple avec la fonction f de x est égal à 3x plus 1. Ce qu'on va faire, c'est que la fonction peut être définie par plein de points, et si on en trouve plusieurs, on va pouvoir les relier pour essayer de trouver la structure du coup de mon graphique.
Alors, ce qu'on va faire, c'est ici regarder plusieurs valeurs de x. On peut prendre n'importe lesquelles tant qu'elles sont dans le domaine de définition de la fonction. On verra après ce que c'est, mais ici, pour fonction polynomiale, donc avec des x uniquement, le domaine, c'est tous les réels, en tout cas s'il n'y a pas de division ou s'il n'y a pas de racine. Donc ici, il n'y a pas de souci, on peut prendre n'importe quel x possible, et on va remplacer par la valeur qu'on veut, peu importe laquelle, et ça va nous donner automatiquement la valeur de y correspondante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le f de x était la même chose que le y, donc ça, je peux l'écrire aussi ici, hop. Voilà, donc en faisant ça, on va trouver, pour n'importe quelle valeur de x qu'on va injecter ici, on va trouver une valeur de y correspondante. Et donc ça correspond en gros à la restriction que nous impose la fonction, et donc ça va nous permettre d'avoir des coordonnées de points directement sur le graphe. Alors, si je commence avec une valeur facile pour x, pour commencer, je peux prendre x qui vaudrait 0. Si je remplace ici x par 0, je vais avoir 3 fois 0 plus 1. Bon, 3 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Donc là, le y correspondant vaut 1. Ensuite, je pourrais prendre par exemple x est égal à 1. Alors, je vais avoir 3 fois 1 plus 1. 3 fois 1, ça fait 4. Ça fait 3, pardon, plus 1, ça fait 4 en tout. Donc le y correspondant vaut 4. Hop. Et je pourrais prendre encore une autre valeur, moins 1. Donc je vais avoir 3 fois moins 1 plus 1, ça fait moins 3 plus 1, ça me fait moins 2. Voilà, ici j'ai pris que 3 points. Souvent, ça dépend un petit peu du degré de la fonction, encore une fois. Ici, c'est une fonction du premier degré, donc vu que c'est une droite, techniquement, j'aurais pu ne prendre que 2 points. Pour dessiner une droite, il faut au minimum 2 points. Je peux en prendre beaucoup plus, mais ça change, ça va vraiment pas aider. Je pourrais donc, en fonction du degré de la fonction, prendre plus ou moins de points. Pour une fonction du second degré, par exemple, souvent on considère qu'il faut prendre au moins 5 points pour être à peu près à l'aise. Voilà, plus le degré est grand, plus il va falloir prendre 2 points si on veut avoir quelque chose de précis. Donc on va reporter ces points ici de coordonnées sur mon graphe. Alors le premier point, il a comme coordonnées x qui vaut 0 et y qui vaut 1. Donc x, c'est les valeurs horizontales, je me mets à 0, donc je me mets vraiment au centre ici, au croisement de mes deux droites ici, x et y. Et je vais monter de 1 unité sur le y, donc je vais avoir un point qui est ici. Ensuite, pour le point suivant, il a comme coordonnées 1, 4. Donc j'avance de 1 sur le x et je monte de 4 sur le y. Je vais devoir rajouter une petite en plus. Voilà. Et pour le troisième point, ici, il a comme coordonnée moins 1, moins 2. Donc je vais à gauche, donc en moins 1 sur le x. Et puis je descends de moins 2, hop, et je mets un point ici sur les y. Et on voit que ça me fait une belle droite que je peux essayer de relier. Alors ici, c'est pas forcément évident d'avoir un truc précis, mais voilà. Ma fonction va ressembler à ceci. Donc là, j'ai mon 3x plus 1. Autre chose qui est important, c'est de connaître bien les fonctions de base. Alors, il y a plein de fonctions, il y a plein de variantes de ces fonctions-là, mais il faut connaître les fonctions de base, puisqu'on verra dans le chapitre juste après que c'est important de pouvoir les avoir pour pouvoir les modifier, justement. Alors, la première, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est la fonction identité. Donc, bêtement, la fonction f de x est égale à x, qui est définie pour toutes les valeurs de x possibles, qui est juste une ligne droite qui monte autant qu'elle avance. Donc, elle a une pente de 1 exactement ici. On a ensuite la fonction valeur absolue, qui est donc la valeur absolue de la fonction identité qu'on est juste avant. La valeur absolue, elle prend toutes les valeurs de hauteur négative et elle les remet en positive. Donc en fait, la branche qui est ici, elle est négative, on voit bien qu'elle est en dessous de l'axe des x. Elle va donc redevenir positive, en fait on va la faire passer ici pour avoir la branche qui est là, qui forme bien un espèce de v dans cette fonction valeur absolue. Ensuite, on a la fonction carré qu'on a déjà vue tout à l'heure ici. Alors de base, la fonction carré, s'il n'est pas modifié, elle n'a qu'une seule racine qu'on a vue tout à l'heure. On a un seul point de contact avec l'axe des x. Et donc ça ressemble ici à une espèce de U, on appelle ça une parabole en maths. Ensuite, on a la fonction racine carrée, qui elle est un peu spécifique, puisque on sait bien qu'on ne peut pas avoir de valeur négative dans une racine carrée. Essayer de faire racine carrée de moins 4, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans les nombres réels. Et ici, donc le domaine, c'est tout le réel, sauf tout ce qui est négatif. Donc ici, on va appeler ça comme ça, les réels R+, donc que les valeurs positives et 0, puisque racine carrée de 0, ça marche. Donc du coup, de cette fonction-là. C'est pour ça qu'elle est définie que sur la partie droite de mon graphique et pas du tout sur la partie gauche. Ensuite, la fonction cube, qui on a vu aussi tout à l'heure rapidement ce que c'était, ici, ressemble un petit peu à la fonction racine carrée, mais avec la branche de gauche qui est vers le bas. C'est pas exactement la même puisque du coup elle monte plus vite
puisqu'elle a un exposant plus grand. Mais voilà, dans l'idée, c'est à peu près ça. Et puis la fonction inverse, qui elle est assez particulière. On ne peut pas diviser par 0 en maths, c'est une restriction en mathématiques. Et donc, le domaine de la fonction ici, c'est tous les réels, sauf 0. C'est comme ça qu'on va l'écrire ici. Et donc, on voit bien que si je me mets pile en x est égal à 0, il n'y a pas de valeur de la fonction, elle ne passe jamais par ce point-là. Comme on a dit juste avant, on va pouvoir, en connaissant les fonctions de base, les transformer pour retrouver n'importe quelle autre fonction. Alors, il y a deux grandes règles qu'on va regarder ici. La première, c'est que si la transformation est dans la fonction, donc vraiment à l'intérieur qui se fait directement sur le x, alors elle se fait sur l'axe des x, donc graphiquement, et on fait l'inverse de ce qui est écrit. Donc, si je fais plus 2, s'il s'écrit de faire plus 2, il faut faire moins 2. Et deuxième règle, c'est l'inverse. Donc ici, quand l'opération, la transformation se fait hors de la fonction, il faut faire la transformation sur l'axe des y et il faut faire exactement ce qui est écrit. On a trois grandes classes de transformation de fonctions, et ici j'ai repris directement les éléments que j'avais déjà sur l'un des articles qui est sur le site échechemat.com. Donc toutes les semaines on fait des petites fiches comme ça de révision avec des petites codes couleurs, c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est complètement gratuit, donc c'est dans la partie articles. Et donc on a trois grandes transformations différentes. On a d'abord tout ce qui est translation, donc le fait de bouger en ligne droite la fonction. Alors, on a d'abord les translations verticales ici. Verticales, donc ça se fait sur l'axe des y, donc c'est bien quand on ajoute une valeur hors de la fonction. Si elle est positive, alors on a un déplacement haut, c'est vraiment ce qu'on pense faire, hein, c'est ce qu'on a dit dans la deuxième règle tout à l'heure. Si elle est négative, on fait un déplacement vers le bas. Et la forme du graphe ne change pas, c'est juste le graphe qui est translaté, donc qui est juste bougé vers le haut ou vers le bas. A l'inverse, les translations horizontales, ici, donc là, ça se fait quand on ajoute une valeur sur le x directement, donc dans la fonction. Quand la valeur qui est ajoutée est positive, alors on va vers la gauche. Hein. On aurait envie d'aller vers la droite puisque c'est le sens positif de l'axe des x, mais non, on va bien faire. Donc on fait toujours l'inverse de ce qui est écrit. Et à l'inverse, quand on ajoute une valeur négative, alors on va à droite. Donc c'est bien dans le sens contre-intuitif. Ensuite, deuxième catégorie de transformation, on a les dilatations. Donc les dilatations, c'est le fait de modifier la hauteur des points sans changer tous les points, donc de multiplier en gros les valeurs par une certaine valeur. On a des dilatations si le graphe est étiré et on a des compressions s'il est du coup comprimé. Alors, si on fait une multiplication hors de la fonction, comme ici par exemple avec le hors du x, si la valeur du a est positive, en tout cas si la valeur absolue du a est positive, alors on a une dilatation verticale, comme c'est le cas ici sur le schéma. Toutes les valeurs sont multipliées par le facteur a. Par contre, si le a est entre 0 et 1, on a une contraction verticale. Donc là, on va baisser entre guillemets les hauteurs de tout le graphe. Et si la valeur de a est négative, pas en valeur absolue, donc la vraie valeur de a brute est négative, alors on a une symétrie par rapport à l'axe des x, mais ça on le verra juste après dans la catégorie. Et pour les dilatations horizontales, c'est la même chose mais à l'envers, encore une fois. Donc ça se fait suivant l'axe des x. Et donc si la valeur de b qu'on multiplie donc bien à l'intérieur est positive, alors on a une contraction horizontale. Sinon, on a une dilatation horizontale si la valeur est entre 0 et 1. C'est bien ce qu'on a ici sur le graphe. On a bien une valeur de b entre 0 et 1 puisqu'on a bien une dilatation horizontale. Et troisième catégorie de transformation, c'est les symétries. Donc je peux avoir des symétries verticales, donc comme si x était un miroir qui reflétait la valeur. C'est quand on va avoir une valeur négative hors de la fonction, encore une fois, puisque du coup c'est les hauteurs qui changent de signe. Donc toutes les valeurs positives vont devenir négatives dans les grecs. Et symétrie horizontale, c'est quand on fait l'inverse, donc quand on met un moins sur le x, tout ce qui était à droite devient à gauche, et tout ce qui était à gauche vient à droite. Donc là, c'est y qui fait office de miroir. Et pour savoir comment ce qu'on va faire pour ces transformations-là, donc j'ai tout remis ici dans une seule et même équation, tout ce qui est possible de faire. Et on va toujours faire ça dans le même ordre. Donc d'abord on va faire les translations horizontales, donc vraiment les valeurs qui se rapprochent le plus de x. Et puis les dilatations et contractions horizontales. Donc en fait on va partir du x et on va s'éloigner de plus en plus de lui. Donc la première opération qui est faite sur le x, c'est d'abord le moins h ici, puis après c'est le fois b. Et puis ça être une symétrie horizontale si on a un B qui est négatif. Hein. Donc ça se fait entre guillemets en même temps que l'étape 2. Hein. Vu qu'on a bien découpé ça en trois parties, je vais vouloir découper ça aussi. Ensuite, on a les dilatation et contraction verticale. Et si elle est négative, on va le mettre à ce moment-là aussi. Et puis les translations verticales, le plus K qui est vraiment le plus loin possible du X. Donc c'est toujours dans cet ordre-là.
les études de fonctions, c'est super important puisque c'est la façon vraiment purement mathématique de comprendre comment se comporte une fonction. Donc sans devoir dessiner vraiment la fonction. Et justement, ça permet de pouvoir la dessiner par après pour des fonctions bien plus complexes que les fonctions de base. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le domaine. Le domaine, c'est quoi? C'est les valeurs possibles pour les x. Pour ces conditions d'existence, il y en a trois. La première, c'est que dans une racine, uniquement si la racine est paire, donc pour la paire, il n'y a pas de condition. Si la racine est paire, il faut que l'intérieur, ici j'ai mis x, mais c'est vraiment tout l'intérieur, doit être plus grand ou égal à 0, puisqu'on ne peut pas avoir, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, racine carrée de moins 4. Ça, c'est pas possible. Deuxième condition d'existence, c'est sur les divisions. Quand on va avoir une fraction ici, le dénominateur doit être tout simplement différent de 0, puisqu'on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on ne peut pas diviser par 0. Et la troisième condition d'existence, c'est sur les fonctions un peu spécifiques du style logarithme, tangente, qui sont définies que pour certaines plages de données, mais là c'est déjà un peu plus compliqué que ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant aussi d'étudier, c'est la parité d'une fonction. Alors la parité, c'est sa symétrie par rapport aux axes x ou y. Alors la fonction, on va la définir comme paire si la fonction f de x est égale à f de moins x. Donc il suffit de mettre un moins sur tous les x et de voir comment la fonction réagit. C'est le cas par exemple de la fonction x carré que j'ai dessinée ici. On voit bien que pour deux x qui sont les mêmes mais avec des signes opposés, donc x et moins x, on voit bien que la hauteur va être la même. Donc ça veut bien dire que f de x est égal à f de moins x. Donc la hauteur de ce point-ci est égale à la hauteur de ce point-là. Donc paire, en gros, ça veut dire qu'il est symétrique par rapport à l'axe dy. Ici, ça agit comme une sorte de miroir. La fonction va être impaire si on va avoir à peu près la même propriété, mais on va rajouter un moins devant la fonction ici. On peut le voir aussi graphiquement, donc par exemple sur la fonction x ici, donc la fonction identité. Quand je vais mettre une valeur de x et une valeur de moins x, j'ai oublié de mettre le petit moins ici, hop, on va tomber sur les mêmes hauteurs, mais avec des signes différents. Donc dans la partie à droite, ici, je tombe sur une certaine hauteur qui est positive, et dans la partie à gauche, je tombe sur la même hauteur, mais qui est négative. C'est pour ça que je peux rajouter un moins qui est ici. Et si la fonction n'est ni paire ni impaire, eh ben on dit qu'elle est quelconque, donc complètement aléatoire. Un autre élément important à connaître sur les fonctions, c'est les points un peu spéciaux. Le premier point qu'on va voir, c'est l'ordonnée à l'origine. Comme son nom l'indique, c'est la hauteur de la fonction. À l'origine, c'est quand x vaut 0. Donc vraiment au point d'origine ici, hop, entre les deux axes des repères. C'est donc l'endroit où la fonction coupe l'axe dy, comme je l'ai mis ici sur le petit schéma. Alors pour ça, c'est super simple, il faut juste remplacer le x par 0 dans la fonction. Donc on va calculer cette hauteur ici y. Et donc l'ordonnée à l'origine aura comme coordonnées les coordonnées x qui vaut forcément 0 et y qui est la valeur qu'on a trouvée ici au-dessus. La deuxième catégorie de points ultra importants à connaître sur les fonctions, c'est les racines de la fonction. Alors je dis les racines puisqu'il peut y en avoir plusieurs, comme on l'a vu tout à l'heure quand on étudiait les dimensions. C'est donc les endroits où la fonction coupe l'axe des y. C'est un peu l'inverse des ordonnées à l'origine, si on veut. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre cette équation f de x est égal à 0, puisque ici j'impose que le f de x, ou la hauteur, le y, peu importe, c'est la même chose, est égal à 0. Et donc la racine, ou les racines, vont avoir comme coordonnées les valeurs que vous allez trouver en solution de cette équation-là, point virgule 0, puisque les hauteurs seront d'office 0. Enfin, on peut étudier le tableau de signes de la fonction. Ça permet de savoir quand est-ce que la fonction va être positive, négative ou nulle. Donc en gros, quand est-ce qu'elle va être au-dessus ou en dessous de l'axe des x. Alors pour ça, la première chose, c'est de savoir les zéros de la fonction, donc les racines. On va donc les calculer avec la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Ici, je les ai mis sur le petit graphe ici, je les ai appelés x1, x2, x3, pour que ce soit plus simple à comprendre. Ensuite, on va faire le fameux tableau de signes qui est ici. On va mettre première ligne au-dessus toutes les valeurs des racines, les valeurs de x des racines, et ensuite on va écrire ici la fonction. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on peut voir qu'à chaque racine, la hauteur va être de 0, c'est ça la définition de la racine, donc à chaque fois en dessous, on va mettre des zéros ici. Et ensuite, il va falloir déterminer c'est quoi les signes de la fonction. Alors, on peut regarder ici sur le schéma, on voit que avant d'arriver à la fonction, enfin là, au point x1, la fonction ici, elle va être négative. Donc ici, je mets un signe moins dans mon tableau. Ensuite, elle va être positive sur la partie entre x1 et x2, donc ici je mets un signe plus, et ainsi de suite. On voit qu'à chaque fois que je passe par une racine, je change le signe. Ce qui est logique, puisque, à part pour des cas un peu spécifiques, dans la plupart des cas, la racine va permettre de passer d'un état négatif à positif ou l'inverse. Alors, comment est-ce que je peux vraiment déterminer ça sans faire le graphique?
avec le graphique. La règle qu'on va prendre de base, c'est que déjà, à chaque fois, les signes alternent. Et en plus, on peut dire que le signe du plus grand exposant, donc de la plus grande valeur de x dans la fonction, va déterminer c'est quoi le signe tout à droite. Donc le signe ici, à droite de la toute dernière des racines, qu'on met d'ailleurs dans l'ordre, hein. Pour ça, donc, on va regarder c'est quoi le terme qui est devant. Si c'est un 3, donc il est positif, et donc le signe ici va être positif. Si c'est moins 2 qui multiplie le terme de plus grande puissance, on va avoir du coup une valeur négative ici. Et ensuite, avec la deuxième règle de l'alternation des signes, ben, on peut du coup construire tout le tableau. On se retrouve ici avec un petit exemple pour illustrer ce qu'on vient de voir juste avant. Alors, on va essayer de trouver le tableau de signes de la fonction f de x carré moins 1. Pour ça, il faut d'abord trouver les racines et donc résoudre l'équation qui est ici. Donc j'ai bien imposé que le f de x est égal à 0 dans mon cas précis. On devrait donc résoudre ça mathématiquement, mais je vous expliquerai au prochain chapitre comment est-ce qu'on va faire. Ce qu'on peut voir, c'est que les deux solutions sont bien plus ou moins 1. On peut vérifier rapidement que plus 1 au carré moins 1, bah, ça fait bien 0. Et pareil pour le moins 1 au carré, ça fait bien 0 aussi. Donc là, c'est de mon équation. Ce que je fais, c'est que je viens mettre ces deux racines-là dans l'ordre croissant, donc de la gauche vers la droite, dans la première ligne de mon tableau ici. Donc je vais avoir moins 1 et puis 1. On a dit qu'on mettait à chaque fois, je vais mettre en bleu, des petits zéros en dessous de ces valeurs-ci, puisque forcément, c'est les valeurs, par définition, c'est les racines, donc c'est les valeurs pour lesquelles la hauteur est de 0, la valeur de la fonction est 0. Et puis ensuite, il suffit de regarder, c'est quoi le terme de plus grande puissance ici pour remplir le tableau. Alors, le terme de plus grande puissance, c'est bien x carré, hein, c'est bien le x avec le plus grand exposant, et devant lui, ben, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas de facteur, mais ici, c'est comme 1, c'est une fois le x carré. 1 qui est donc positif et qui me permet de dire que le signe ici tout à droite de mes deux racines est un plus. Ensuite, on va alterner, donc on va mettre moins et puis plus. Faire le tableau de ma fonction et on peut vérifier puisque si je me souviens un petit peu des fonctions de base qu'on a vues tout à l'heure, on peut dessiner cette fonction-là. C'est donc la fonction ici, hop, hop, x carré, donc qui ressemble à une parabole, une espèce de U, je vais essayer de bien le faire, hop, qui passe ici comme ça, voilà. Et puis on voit qu'on a un moins 1 à l'extérieur, donc on a descendu, on a fait une translation verticale de la fonction vers le bas de une unité, et donc on voit bien que effectivement les deux racines ici sont bien 1 et moins 1, et que effectivement après la racine 1, on voit que le signe est positif, c'est bien le cas ici, hein, la droite, la fonction est au-dessus de l'axe des x, entre moins 1 et 1, elle va être négative, et avant moins 1, elle va être encore une fois positive. Deuxième exemple, un peu plus compliqué avec plusieurs considérations, il faut faire attention. Donc on va faire le tableau ici. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on voit que déjà, j'ai une fonction un peu spéciale, j'ai une fonction en fraction. Donc j'ai deux parties. On pourrait traiter ça de la même façon que si j'avais une parenthèse qui multipliait ici. Mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en deux parties mon problème, la partie numérateur au-dessus et la partie dénominateur en dessous. On va tout faire comme tout à l'heure, mais deux fois, donc pour le numérateur et pour le dénominateur. Ce qu'on peut faire d'abord, c'est trouver les racines du numérateur. Hop. Alors ça, c'est pas très compliqué, donc il faut résoudre l'équation 2x moins 1 égale à 0. Ce que je peux faire, on verra ça dans la deuxième partie, mais on peut faire passer le 1, le moins 1 de l'autre côté qui devient plus 1. Je vais avoir 2x est égal à 1. Et puis le fois 2 de l'autre côté qui devient divisé. Donc première racine, c'est 1 demi pour mon numérateur. Hop. Et pour mon dénominateur, on va faire la même chose. X carré est égal à 0. Bon, on fait passer le carré de l'autre côté qui devient une racine. J'ai donc x est égal à 0. Voici mes deux racines. Donc ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va les mettre sur la même ligne dans la première ligne du tableau, dans l'ordre, donc le 0 et puis le 1 demi ici. Ensuite, je vais écrire juste le numérateur dans la première ligne de mon tableau, 2x moins 1. Puis on fera une deuxième ligne pour le dénominateur, donc pour x carré, et je vais allonger un tout petit peu mon graphe, et puis on va faire une troisième ligne où on mettra toute la fonction, donc les deux l'un sur l'autre, f de x. Hop. Alors on peut faire comme tout à l'heure, donc remplir d'abord les zéros dans le tableau. Je sais que 1 demi est une racine du numérateur uniquement, donc je vais mettre un 0 en dessous du 1 demi uniquement pour la ligne du numérateur. Hop. Et je fais pareil pour la solution de x, ici est égal à 0, pour le dénominateur. Voilà, j'ai mis mes deux racines de la fonction. Alors, on peut regarder maintenant séparément le numérateur ici. Pour savoir c'est quoi les signes de la fonction, soit on se souvient que
Effectivement, ici, c'est une fonction qui monte, hein, c'est la droite x, x de base qui est un petit peu modifiée. Ou alors, on n'est pas sûr, et donc on peut vérifier. Mais donc, je peux regarder le terme ici devant le x de plus grande puissance, qui vaut 2, qui est donc positif. Et donc, à droite de ma dernière racine du numérateur, je peux mettre un plus. Et forcément, on va avoir une alternation de termes. Donc, je vais mettre des moins, hop, sur le reste, puisque j'ai pas d'autres zéros, donc j'ai pas d'autres switch de termes. Ensuite, pour le dénominateur, on peut faire la même chose. Donc, on peut se souvenir de la formule de x carré, enfin de la forme de x carré. Je vais peut-être le redessiner parce que c'est peut-être pas évident de voir ce qui se passe. On peut avoir un petit piège ici. Hop. X, y. Alors, la fonction, je rappelle, de x, elle est comme ça. Elle a bien qu'une seule racine en 0. Mais regardez un petit peu ici. On aurait envie de dire que vu que le terme de plus grande puissance, bah, du coup, c'est 1, hein, c'est 1 fois x carré, bah, je devrais avoir quelque chose qui est positif, qui passe par 0 et puis qui est négatif, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, c'est positif et positif. Donc ça, il faut faire attention sur le graphe de bien voir ceci. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est un cas un peu particulier, mais en fait, la fonction, c'est bien une fonction du second degré qui est censée avoir deux racines, mais les deux racines sont une seule et même racine. Je peux bien le prouver, puisque si je prends la fonction que je la descends un petit peu, j'ai deux racines, j'ai toujours deux racines, si je remonte, et puis au bout d'un moment, les deux racines n'en font plus qu'une. C'est donc deux fois la même racine qui est représentée ici. Voilà, il faut juste faire attention à ce petit genre de choses. Alors, deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est que ici, le terme, c'est un dénominateur. Et on va avoir un petit problème quand on va regarder un petit peu ce qui se passe, mais on va voir qu'on a un petit problème avec les zéros dans un certain cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on sait que la fonction, le numérateur est négatif, divisé par positif. Bon, en termes généraux, en mathématiques, quand je vais avoir un truc négatif divisé par quelque chose de positif, je vais avoir en définitive quelque chose de négatif. Hein. Moins et plus, ça fait moins. Ensuite, ici, je vais avoir moins et 0, ça devrait faire 0, mais attention, le 0 est sur le dénominateur. Et je ne peux pas diviser par 0 en mathématiques. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre une barre. La fonction, en fait, n'est pas définie ici, ce qu'on aurait pu voir si on avait fait le domaine de la fonction au préalable. On continue, alors ici je me retrouve encore une fois avec moins et plus, bah, du coup ça refait moins. Ici 0 et plus, alors ici je ne mets pas une barre puisque c'est le numérateur qui vaut 0 et lui il a totalement le droit de valoir 0, donc il n'y a pas de souci, un truc qui vaut 0 fois quelque chose de positif, ça fait du 0. Et puis finalement, ici plus et plus, ça fait plus. Donc ma fonction ressemble à quelque chose comme ceci. Si on dessine notre fonction, on tombe sur quelque chose qui ressemble à ceci. On voit bien que avant d'arriver au 0, donc ici sur l'axe dy, on voit bien déjà que la fonction n'est pas définie, elle va tendre vers des valeurs négatives ici en moins l'infini, mais elle ne va jamais toucher la valeur de 0. On voit que la fonction est toujours négative, hein, toujours en dessous de l'axe dx. Ensuite, après le 0, elle est toujours pendant un certain temps négative, jusqu'à arriver ici à la racine 1 demi, où elle vaut bien 0, et puis jusqu'à la fin des temps après, elle va être positive. Le troisième chapitre ici, c'est sur les équations. On va d'abord voir ce que c'est en fait une équation. C'est une égalité entre deux termes, tout simplement. Par exemple, du style 3x égale à 6, admettons. Et le but du jeu, c'est de trouver la valeur de x, donc trouver l'inconnu ici, ce qu'on modélise souvent par x, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour ça, on va devoir du coup l'isoler pour, après quelques calculs, avoir x est égal à des chiffres. Alors, il y a deux façons de voir la manière dont on va procéder pour isoler mon x. Soit on peut le voir comme une opération qu'on va effectuer des deux côtés de l'égalité, hein, puisque c'est comme une espèce de balance, l'égalité. Il faut qu'elle soit toujours à l'équilibre. Si je fais une opération d'un côté, je dois la faire aussi de l'autre. C'est comme si j'enlevais des poids d'un côté de l'égalité, de ma balance, ben, je dois aussi les enlever de l'autre côté. Pareil. Alors ici, si je veux avoir le x tout seul, le truc qui m'embête, c'est le x3. On voit bien qu'on a un x3 ici qui s'applique sur le x. Donc pour l'annuler, pour le casser en fait, je vais faire l'opération inverse qui annule le x3, c'est le diviser par 3. On va diviser par 3 ici. Si je le fais du côté gauche de mon égalité, je dois le faire aussi du côté droit. Donc on va également diviser par 3. Alors 3x divisé par 3, bah, il me reste juste le x, hein, c'était ça le but de la manœuvre. Et à droite, il va me rester 6 divisé par 3. Ce qui fait qu'au final, j'ai x est égal à 2, qui est ma solution. La deuxième façon de voir comment isoler le x dans cette égalité, c'est en fait de projeter les éléments de l'autre côté. Par exemple, ici, j'ai l'opération x3 qui s'applique sur le x. Si je veux l'envoyer de l'autre côté, on va établir des règles juste après, qui disent que ici il faut faire l'opération inverse. L'inverse de x3, c'est diviser par 3. Donc, je peux directement écrire ça comme ceci. X est égal à 6 et le divisé par 3 qui est passé de l'autre côté ici. Ce qui fait au final, effectivement, 2 comme tout à l'heure.
Pour résoudre une équation, il faut donc qu'on détermine quelles sont les opérations réciproques. Alors réciproque, ça veut dire qu'il fait exactement l'inverse. Donc comme tout à l'heure avec mon exemple, j'avais 3 fois x. L'opération réciproque au fait de faire x3, c'est diviser par 3. On va devoir établir des paires comme ça qui vont marcher ensemble, qui vont permettre de simplifier pas mal le processus de calcul. Alors l'opération réciproque au plus, c'est le moins, puisque si je fais plus 3 d'un côté et que je fais moins 3 juste après, bah, au final, ça ne change absolument rien, les deux s'annulent. On a aussi le fois et le divisé, je vais l'écrire comme ceci. Et on a l'exposant, alors là, je vais mettre comme ceci, et la racine. Oups, un racine avec un x. Voilà, donc ça, c'est toutes les opérations qui s'annulent. Alors, on en a d'autres, hein, par exemple, on a le logarithme qui est la fonction réciproque à l'exponentielle. Hop, hop. On en a beaucoup d'autres, mais donc je ne vais pas toutes les lister ici. Les plus communes, c'est les 3 premières qui sont ici. Puisqu'on va utiliser des opérations pour résoudre le problème, on va devoir établir une priorité de décalcul, puisque le but ici, c'est d'enlever toutes les valeurs chiffrées qui sont autour de ma variable. Donc c'est un peu l'inverse d'un calcul, hein. Dans un calcul, j'essaye de mettre les valeurs ensemble. Ici, j'essaye justement de les décoller de mon x. Donc c'est ce qu'on va appeler ici un décalcul, c'est pas du tout le terme générique, mais c'est ce qui image le mieux les propos ici. Et vu que les opérations vont se faire à l'envers, on fait un peu l'inverse d'un calcul, ben la priorité d'opération aussi va aller à l'envers. Donc ici, au lieu de PEMDAS comme tout à l'heure, on va utiliser SADME. On va donc avoir d'abord les soustractions, et puis les additions, les divisions, les multiplications, les exposants, et puis tout à la fin les parenthèses. Il faut bien faire attention à ça, les parenthèses, on les gère à la fin. Dans cet exemple ici, on va utiliser notre priorité de décalcul pour pouvoir isoler la variable x qui est ici. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mis autour de x, hein. J'ai le moins 3, le x2, le x3, le moins 1 et le cube ici. Alors, hop. On peut commencer ici par le S de SADMEP, donc les soustractions. Alors, la soustraction ici qui n'est pas directement sur le X, hein, c'est celle-ci, puisque celle qui est effectuée ici, le moins 1, il est dans la parenthèse, et on a dit que les parenthèses, on les gérait à la fin. Donc, première opération qu'on va faire, c'est balancer le moins 3 de l'autre côté. On a vu que l'opération réciproque au moins, c'est le plus, donc ici, on va faire plus 3 de l'autre côté de l'équation. Je vais obtenir ceci, 2 fois 3x moins 1 au cube, égale à 13 plus 3. Et donc 13 plus 3, ça fait 16. On peut directement l'écrire. Ok. Ensuite, pareil, toujours hors de la parenthèse, bah, la seule équation, la seule opération qui me reste, c'est le x2. Donc ici, on va l'envoyer de l'autre côté. Mon x2 va devenir l'opération réciproque, donc le diviser par 2. Il me reste à gauche 3x moins 1 au cube, égale à 16 divisé par 2. Et 16 divisé par 2, ça fait 8. On peut directement l'écrire comme ceci. Ensuite, toujours hors de la parenthèse, il me reste les exposants qui sont ici. Donc c'est l'exposant 3 qui va passer de l'autre côté. On a vu tout à l'heure que la fonction réciproque à l'exposant, c'était la racine. Donc ici, vu que c'est un exposant cube, ben, de l'autre côté, elle va devenir racine cubique. Je me retrouve avec 3x moins 1, j'ai plus besoin des parenthèses ici, est égal à racine cubique de 8, qui me fait 2. Il me reste encore deux opérations. Il me reste le x3 et le moins 1. Alors ici, vu que je suis dans la parenthèse d'avant, hein, techniquement, on va retourner au tout début de SADMEP. Et donc, je prends ici mon S de soustraction. Donc, on fait d'abord le moins 1 qu'on va envoyer de l'autre côté, qui va devenir plus 1. Il me reste 2 plus 1, ce qui fait 3. Et finalement, ben, la dernière opération, j'ai plus besoin de regarder ma priorité. Il faut l'envoyer de l'autre côté ici, le x3, qui va devenir divisé par 3. Il me reste 3 divisé par 3, ce qui me fait 1. L'équation qu'on vient de voir, c'était une équation du premier degré, puisqu'il n'y avait qu'un seul x exposant 1. Ici, on va voir comment faire pour les équations du second degré. Alors le problème avec ça, c'est que, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait des dimensions, c'est que ici, vu que c'est une dimension 2, on peut avoir au maximum 2 solutions. On peut en avoir une ou même 0. Et donc, on va devoir utiliser des méthodes un peu spécifiques pour résoudre ce genre d'équation. Donc l'équation de manière générale, on l'écrit comme ceci. Donc c'est a fois x carré plus bx plus c égale à 0. Pour résoudre ce genre d'équation-là, on va toujours dire que c'est égal à 0. En fait, on va toujours se comparer à 0. Ce qu'on fait ici, si vous avez bien compris ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, on calcule la fonction égale à 0. Donc je calcule en fait les racines de la fonction. On pourra faire un petit schéma après pour voir un petit peu tout ça. Alors, ici, la méthode que je vous montre, c'est celle qu'on va utiliser quand cette équation-là va être complète, donc quand le A, le B et le C vont être différents de 0. S'il y en a au moins un des trois qui est différent de 0, alors on peut utiliser des méthodes
plus simples, qui ne marchent pas à tous les coups, mais qui sont vachement plus simples, qui marchent que dans certains cas. Ici, cette méthode-là, elle est un peu plus compliquée, puisqu'il y a quand même des calculs assez complexes, mais elle marche à tous les coups. Donc peu importe, soit vous voyez les différentes méthodes de résolution pour A, B et C différentes zéros, ou alors on fait toujours celle-ci, et puis on peut toujours trouver la bonne solution, même si ça prend un peu plus de temps. Alors, pour ceci, on va devoir calculer ce qu'on appelle le delta, ou le discriminant, c'est un petit triangle ici comme ça, qui va être égal à b carré moins 4ac. Alors faites attention que le b, c'est toujours le terme qui est devant le x, le a, c'est toujours celui qui est devant le x carré, et le c, celui qui est tout seul, le terme indépendant, on l'appelle. Il n'y a pas de x accroché à lui. On va donc calculer ce delta ici, et une fois qu'on a fait ça, on calcule les valeurs de x, donc la valeur de ma fonction, ce qui permet de résoudre l'équation ici, moins b plus ou moins racine du delta que j'ai calculé juste avant, divisé par 2a. Notez que le nombre de solutions va dépendre de la valeur du delta. Si il est positif, on va avoir deux solutions à la fonction. On peut représenter ça graphiquement, donc c'est une équation du second degré, donc ça représente une parabole. Par exemple comme ceci, on voit bien que vu que je cherche les racines de la fonction puisque j'ai imposé qu'elle était égale à 0, je vais trouver effectivement deux solutions dans un cas comme celui-ci. Si delta est égal à 0, alors on va avoir une solution. On va avoir par exemple quelque chose comme ceci, un graphe qui vient vraiment frôler l'axe des x et donc il y a un seul point d'intersection avec l'axe des x, ou zéro solution quand on va avoir quelque chose du type comme ça, la parabole ne coupe jamais l'axe des x. Pour illustrer cette méthode, je propose qu'on fasse un petit exemple, et voici une équation de second degré qui est complète, puisqu'on voit qu'on a tous les termes différents, donc on a le x carré, le x, donc le terme en x du premier degré, et le terme indépendant ici sans x. Alors, la méthode me dit qu'il faut d'abord mettre toutes les valeurs du même côté du égal, alors on va juste faire passer le moins 2 de l'autre côté. On a vu tout à l'heure que pour faire passer un élément de l'autre côté, il fallait utiliser l'opération inverse, l'opération réciproque plutôt. Mais donc on va faire ici passer le moins 2 de l'autre côté qui va devenir plus 2. J'obtiens moins x carré moins x plus 2 égale à 0. Maintenant que j'ai ça, on va peut-être identifier les éléments a, b et c. Je rappelle que c'est les coefficients qui sont devant les x à chaque fois. Alors le coefficient a, c'est celui qui est devant le x carré. Ici, c'est moins 1 puisque j'ai moins x carré. Le coefficient b, c'est celui devant le moins x, donc c'est le moins 1. Et le c, c'est le coefficient indépendant, le terme indépendant qui vaut plus 2 en l'occurrence. Je vais calculer mon delta, on va remettre la formule qui est b carré moins 4ac, et on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Donc mon b qui vaut moins 1 au carré, moins 4 fois le a qui vaut moins 1 aussi, fois 2. On peut faire le calcul, alors ici j'ai moins 1 au carré qui me donne 1, hop. Et ici, alors j'ai déjà moins et moins, ça me donne plus, puisque moins fois moins donne plus. On peut déjà l'écrire. Et 4 fois 1, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Et en tout, mon delta vaut 9. On peut enfin calculer la valeur de mon x. Je vais remettre la formule qui est ici en bleu. Donc c'était moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Et on va remplacer les valeurs par celles qu'on a dans notre calcul. Le b, on peut le remplacer par moins 1. Donc je vais avoir moins 1 plus ou moins racine de delta qui vaut 9, divisé par 2 fois a, donc 2 fois moins 1. On peut simplifier un petit peu le calcul. Je vais avoir moins 1, donc moins et moins font plus, et donc 1. Plus ou moins racine de 9, ça me donne 3, divisé par 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et là, je vais tomber sur deux valeurs différentes, une avec le plus et une avec le moins. Je vais les écrire ici comme ça, on va mettre un petit plus et un petit moins pour savoir laquelle est laquelle. Alors, si je fais ici 1 plus 3, ça me fait 4, divisé par moins 2, ça me fait moins 2. Et pour la branche du dessous, avec le moins, je vais faire 1 plus 3, ce qui me fait moins 2, divisé par moins 2, ça me donne 1. Et donc voilà les deux solutions de mon équation, 1 et moins 2. On vient de voir que la méthode du delta permet de résoudre n'importe quelle équation du second degré, mais en fonction des cas, des valeurs de a, de b et de c qu'on a, c'est pas toujours la plus optimale. Par exemple, ici, on a le premier cas simple où b est égal à 0. J'ai donc mon équation de manière générale qui est ax carré plus c est égal à 0. Et ici, on voit qu'il n'y a qu'un seul x, donc on n'a pas vraiment de problème majeur. La seule méthode qu'on va utiliser, c'est juste isoler le x.
Par exemple, pour résoudre l'équation 2x carré moins 4 égale à 0, il suffit d'isoler avec les méthodes qu'on a vues tout à l'heure, avec le SADMEP. Donc première chose que je vais faire, c'est envoyer le moins 4, donc la soustraction, de l'autre côté. Elle va devenir plus 4. On retrouve avec mon équation qui est 2x carré est égal à 4. J'envoie ensuite la multiplication de l'autre côté, qui va devenir une division. Donc le x2 devient divisé par 2. J'ai 4 divisé par 2 qui me fait 2. Et puis finalement, j'envoie le carré de l'autre côté qui devient racine carrée. Attention quand on fait ce genre d'opération, quand c'est un exposant pair, quand on va de l'autre côté, on a un plus ou moins qui apparaît, puisqu'il y a deux solutions, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà la méthode pour résoudre mon équation du second degré avec b qui vaut 0. Le deuxième cas simple, c'est quand on va avoir le terme c qui vaut 0. J'obtiens donc une équation du style ax carré plus bx égale à 0. Et la méthode ici, ça va être de mettre les x en évidence. On voit que les deux termes ici ont bien des x, donc on peut effectivement les mettre en évidence. On va le faire d'abord de manière théorique, ici, et on verra un exemple juste après. Si je mets le x en évidence, je vais avoir, pour trouver ax carré, je vais avoir a fois x, plus, pour trouver le b fois x, juste b est égal à 0. Et là, il faut un petit peu réfléchir, il faut se poser la question, quand est-ce que l'égalité, l'opération qui est ici, est égale à 0? En fait, quand un produit de nombres est égal à 0, il faut que au moins l'un des deux soit égal à 0. Donc en fait, ici, ce que je vais imposer, c'est que soit mon x est égal à 0, en quel cas, effectivement, peu importe ce qu'il y a dans la parenthèse, 0 fois n'importe quoi, ça fera de toujours 0, donc j'aurai bien l'égalité qui est respectée. Ou bien l'inverse, je pourrais dire que ce qu'il y a dans la parenthèse, s'il est égal à 0, alors effectivement, ça va faire la même chose, donc annuler tout l'élément de gauche de mon égalité. Donc je vais avoir x qui peut valoir n'importe quoi, fois 0 qui sera égal à 0. Il suffit maintenant de résoudre cette petite équation du premier degré. Je vais avoir ax est égal à moins b, et puis x est égal à moins b sur a. Petit exemple ici avec l'équation 6x moins 2x carré est égal à 0. Comme on l'a dit juste avant, on va mettre le x en évidence. Pour avoir ceci, pour avoir le terme 6x, je vais devoir multiplier par 6, donc je mets un 6 ici. Et pour finalement avoir moins 2x carré, il faut encore mettre moins 2x. Hop, égale à 0. Comme on l'a dit, pour avoir une égalité qui est égale à 0 ici, il faut que soit le terme de gauche ou le terme de droite ici soit égal à 0. Je vais donc imposer que x est égal à 0, qui est déjà résolu, le x est déjà isolé, donc c'est la première solution de mon équation. La deuxième, ça va être, je vais imposer que 6 moins 2x est égal à 0 aussi. Et donc là, il faut isoler le x dans cette équation-là. Je peux d'abord passer le 6 de l'autre côté, le 6 qui est positif, qui va devenir un 6 négatif, donc moins 6. Moins 2x est égal à moins 6. Et puis, je vais passer le fois moins 2 de l'autre côté, qui va devenir un divisé par moins 2. Ce qui me donne 3. Et voilà pour la résolution. Les méthodes du second degré sont assez puissantes pour pouvoir résoudre des équations encore plus hautes. Ici, j'ai une équation du troisième degré, puisque au final, la parenthèse ici, elle est mise au carré, donc elle est bien du second degré, et le x ici est de degré 1, et donc on a vu avec les exposants que les degrés, quand ils se multipliaient, quand les bases se multipliaient, ils s'additionnaient, donc au final, j'ai bien une équation du troisième degré, 1 plus 2. Ici, ce qu'on va faire la même méthode que tout à l'heure, on va dire que vu que je veux que tout ça soit égal à 0, et que j'ai un produit de nombres, il faut que les deux nombres soient égaux à 0, au moins l'un des deux. Je vais donc imposer ici que x doit être égal à 0, et c'est ma première solution. Et je vais imposer ici que x plus 2 au carré doit être égal à 0. Alors c'est une configuration un peu spéciale qu'on n'a pas encore vue ici, mais en fait on peut l'utiliser, il n'y a qu'un seul x, donc on peut vraiment la résoudre comme n'importe quelle équation avec SADMEP. On va donc commencer d'abord par tout ce qui est hors des parenthèses. La seule chose qu'il y a, c'est le carré, qui va passer de l'autre côté et devenir une racine. Je vais donc avoir x plus 2 est égal à racine de 0 qui vaut 0. Et puis finalement, x est égal à, le plus 2, je le passe de l'autre côté, il devient moins 2. Une dernière équation qui a l'air assez complexe, mais qui n'est pas vraiment ici, c'est l'équation racine de x moins 1 divisé par x carré moins 1 est égal à 0. Alors, le problème ici, c'est que j'ai un divisé par quelque chose, ce qui ne m'aide pas vraiment pour mon équation. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait essayer de tout remettre au même niveau, donc tout mettre au numérateur, et ce que je peux faire, je peux prendre cet élément-là et le mettre de l'autre côté de l'égalité. Il fait diviser, donc de l'autre côté, il va faire fois. Je vais me retrouver donc avec x racine de x moins 1 est égal à 0 fois x carré moins 1. Et en fait, 0 fois x carré moins 1, ça fait 0.
Donc en fait, une règle qu'on peut déduire de ça, c'est que peu importe la valeur du dénominateur, il ne va jamais contribuer à atteindre la valeur 0. Donc en fait, à chaque fois, si vous avez une équation, je peux juste dire que le numérateur doit être égal à 0. En l'occurrence, ça marche bien. On peut ensuite résoudre cette équation-là comme n'importe quelle équation. Donc d'abord, je vais mettre la racine de l'autre côté de l'égalité, ce qui fait un carré. X moins 1 va être égal à 0 au carré. Et puis je peux passer, donc qui vaut 0, hein, et puis je peux passer le moins 1 de l'autre côté. Je vais donc avoir x est égal à 1. On peut s'attarder un petit peu sur les cas d'équations impossibles. On a déjà vu qu'il y avait certaines équations qui n'avaient pas de solution graphiquement, mais on peut le montrer ici mathématiquement. Par exemple, pour l'équation x carré plus 1 est égal à 0, on voit bien qu'elle n'est pas complète, hein, il n'y a pas de terme b ici, donc je ne suis pas obligé d'utiliser toute la méthode du delta, mais en le faisant, j'aurais trouvé que le delta était négatif et que donc il n'y avait pas de solution. On peut le prouver ici mathématiquement juste avec les méthodes de résolution qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, ce que je peux faire, c'est vu qu'il n'y a qu'un seul x, c'est l'isoler directement. Donc je vais avoir x carré est égal à moins 1, c'est moins le 1 qu'il faut envoyer de l'autre côté en premier. Et puis, il faut mettre le carré de l'autre côté qui devient une racine. Je vais avoir la racine de moins 1. Et la racine de moins 1, c'est pas possible. On a vu, quand on a vu les conditions d'existence des fonctions, que la racine doit avoir un intérieur qui est positif ou égal à 0. Ici, ce n'est pas le cas puisque j'ai moins 1. Donc, on va avoir une impossibilité de résoudre l'équation et on va indiquer que la solution est égale à l'ensemble vide. Ici, il n'y a vraiment aucune solution. Un autre cas où l'équation est impossible, c'est par exemple l'équation 1 sur x est égal à 0. Ici, ce que je voudrais faire, c'est en fait mettre le x au numérateur hein, pour avoir plus simple pour gérer mon égalité. Je vais donc faire passer le divisé par x de l'autre côté, qui va devenir un fois x. Je vais avoir 1 est égal à 0 fois x. Et 0 fois x, bah, ça fait 0. Et donc je tombe sur un cas ici où on me dit que 1 est égal à 0. Mais ici, ce qu'on doit se poser comme question, c'est quand est-ce que 1 est égal à 0? Ben en fait, jamais. Il n'y a aucune valeur de x qui va permettre que cette égalité soit vraie. De toute façon, il n'y a même plus de x. Donc ici, on a aussi une possibilité. Et mathématiquement, c'est parce que la fonction 1 sur x, on va la dessiner ici, a comme condition d'existence de ne pas être égale à 0. Et donc ici, on va voir que la fonction ne marche pas ici, hop, hop. Et la fonction ne passe jamais par la hauteur 0. Elle va frôler ici à gauche la valeur de 0, elle va la frôler à droite, elle ne va jamais passer par cette valeur-là. Donc effectivement, c'est impossible que la fonction soit égale à 0, il n'y a pas de racine dans ce cas-là. Une équation, c'est presque le même principe que les équations. Comme son nom l'indique, c'est un petit peu l'inverse. Ici, au lieu de dire que les deux côtés sont égaux, ici on va voir que les deux côtés sont comparés l'un à l'autre. Donc on peut avoir par exemple A qui est plus grand que B, ou alors A qui est plus grand ou égal à B, A qui est plus petit que B, ou A qui est plus petit ou égal à B. La méthode de résolution des inéquations est sensiblement la même que pour les équations. Il y a juste petite règle en plus, c'est que si on multiplie ou qu'on divise un des deux côtés de l'égalité par un nombre négatif, alors le sens de l'inégalité va changer. Petit exemple ici avec l'inégalité moins 2x moins 1 qui est plus grand que 3, il faut trouver la valeur de x. On va utiliser les mêmes méthodes que tout à l'heure donc avec le SADMEP. On commence donc par la soustraction ici le moins 1 qui passe de l'autre côté et devient plus 1. Je me retrouve avec moins 2x qui est plus grand que 3 plus 1. Notez que ici, c'est une addition ou une soustraction, donc la règle spéciale ne s'applique pas dans ce cas-ci. Par contre, pour la deuxième opération qu'il faut envoyer de l'autre côté, le fois moins 2, on a bien une multiplication par un nombre négatif, et donc ici, il va devenir une division, mais on va aussi changer le sens de l'égalité, de l'inégalité. Je vais avoir du coup x qui est plus petit que 3 plus 1, ce qui fait 4, divisé par moins 2, c'est-à-dire que x va être plus petit que moins 2. Pour résoudre une équation du second degré, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir ici qu'on trouve d'abord les racines de l'équation, donc comme si c'était une égalité, et puis on va faire un tableau de signes pour savoir quand est-ce que la fonction va être plus grande ou plus petite que 0, donc plus haute ou plus basse que ses racines. Par exemple, ici, pour cette inégalité, le but du jeu d'abord, c'est de trouver les racines de l'équation. Alors ici, il faut donc d'abord écrire ça sous forme d'équation, et puis mettre tout ça égal à 0. Si je mets d'abord ça sous forme d'équation, je tombe sur 2x est égal à x carré plus x moins 6. Et si on veut tout mettre du même côté de l'égalité, on va faire passer le 2x de l'autre côté qui devient moins 2x. Je me retrouve donc avec 0 est égal à x carré plus x moins 6 moins 2x.
Si on réécrit un petit peu mieux cette équation-là et qu'on l'inverse de sens pour faire comme on fait d'habitude, je vais avoir x carré. Alors ici, j'ai plus x moins 2x, ce qui me donne moins x. X carré moins x. Le moins 6, il n'est pas bougé, donc moins 6 égale à 0. J'ai cette égalité-là qu'il faut résoudre pour trouver mes racines. Pour ça, donc, on va faire la méthode du delta. Je vais avoir b carré qui vaut moins 1 ici en l'occurrence, moins 4 fois a qui vaut 1. Ici, il n'y a rien, mais quand il n'y a rien, c'est comme si on multipliait par 1. Moins 6, fois moins 6. Ceci me fait moins 1 au carré, ce qui donne 1. Moins et moins ici me donne plus. Et 6 fois 4 me donne 24. Donc en tout, mon delta vaut 25. Une fois que j'ai ça, on calcule les racines. Donc x est égal à moins b, donc je vais avoir moins 1, plus ou moins racine de delta, racine donc de 25, divisé par 2 fois a, ici 2 fois 1. Je vais donc avoir moins 1, ça me donne plus 1, plus ou moins racine de 25, c'est 5, divisé par 2 fois 1 qui me donne 2. Et donc les deux solutions de mes racines, pour la solution plus on va la mettre au-dessus et la moins en dessous. Je vais avoir pour celle du dessus 1 plus 5 ce qui me donne 6 divisé par 2 égale à 3. Et puis 1 moins 5 ce qui me donne moins 4 divisé par 2 ce qui me donne moins 2. Voici mes deux racines pour mon équation. Une fois qu'on a nos racines, on va utiliser le tableau de signes pour pouvoir résoudre notre inégalité. Ici, donc, de base, on avait cette inégalité-là et on a prouvé juste avant que c'était la même chose que de résoudre cette inégalité ici. Donc, le but du jeu, c'est de trouver quand est-ce que ce que je vais définir comme ma fonction f de x est plus petit que 0, donc est négatif. Pour ça, on va regarder le tableau de signes et on va d'abord mettre les deux racines qu'on a trouvées dans le tableau, toujours dans l'ordre croissant, donc moins 2 et puis 3. Vu que c'est les racines de la fonction, forcément, c'est les zéros qu'on va mettre ici. Et puis, ici, on peut se souvenir de la méthode de la plus grande des puissances. Ici, c'est le x carré qui va déterminer quelle est la valeur du signe du terme à droite de la toute dernière des racines. Vu qu'il est positif, ce x carré, je vais mettre un plus ici. Et puis, on va alterner à chaque fois moins et plus. Une fois qu'on a ça, on peut regarder quand est-ce que notre fonction est plus petite que 0, comme c'est demandé ici dans mon inégalité, et c'est dans cette partie-là du graphe. On peut donc écrire la solution qui va être toutes les valeurs qui sont entre moins 2 et 0, et ici, comme je ne peux pas être égal à 0, sinon j'aurais le signe comme ceci, il faut que je rejette les deux zéros qui sont au niveau de moins 2 et de 3. Donc je vais dire que l'ensemble des solutions va être entre moins 2 et jusque 3, et les crochets dans ce sens-là me disent que je rejette les valeurs de moins 2 et 3. Donc il faut que je me rapproche de moins 2 et de 3 sans les toucher. Ça, c'était la méthode plutôt mathématique, algébrique pour pouvoir résoudre l'inéquation, mais on peut aussi le faire de manière graphique si on comprend comment dessiner les fonctions ici. Ici, j'ai une fonction qui, en globalité, est une fonction du second degré, donc qui va ressembler à un espèce de U comme ceci. Hop. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux racines, donc j'ai deux solutions qui sont moins 2 et 3. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce que cette fonction-là, ici, est plus petite que 0, et ici, et donc est en dessous de l'axe x, ça se passe sur toute cette partie-là du graphe, et donc les valeurs de x qui permettent ça, les valeurs qui vont de 0 jusqu'à 3, sans les prendre. Donc c'est exactement ce qu'on a dit ici avec l'intervalle des solutions. On va de moins 2 jusqu'à 3. Si on a bien compris comment ce qu'on a fait pour résoudre cette inéquation ici, on peut en fait essayer de faire l'inéquation inverse. Dans le sens où ici je vais inverser le sens du bec pour avoir une autre inégalité. Ce qui est pas très différent puisqu'au final ça revient à demander quand est-ce que ma fonction que j'ai définie tout à l'heure est plus grande que 0. Mais en fait ici, si je veux le faire, on peut le mettre en orange sur le graphique, ça va se faire de cette partie-ci du graphe et sur cette partie-ci du graphe. Donc en fait, on peut directement déterminer la solution ici et dire qu'on va prendre toutes les valeurs en x qui vont de moins l'infini jusque moins 2 sans le prendre. Hop, je vais l'écrire ceci comme ça, moins l'infini jusque moins 2 que je ne prends pas. Alors attention, on ne prend pas non plus les infinis puisque ce n'est pas une valeur fixe, c'est une valeur qui n'est pas atteignable, donc on ne peut pas la prendre, on ne peut pas dire je m'arrête à l'infini. Union, j'ai une deuxième branche de ma solution ici à droite, union cette branche-là qui va démarrer à 3 et qui va aller jusque plus l'infini par là. Donc cette branche-là, je vais encore l'écrire de 3 jusque plus l'infini que je ne prends pas. Voilà donc la solution
pour l'inégalité dans l'autre sens. La dernière étape de cette masterclass se consacre aux problèmes en mathématiques. Alors, il n'y a pas de méthode exacte qui marche à chaque fois pour résoudre tous les problèmes, mais ce que je te propose ici, c'est une liste de plusieurs points à vérifier pour être sûr d'optimiser en tout cas tes chances de réussir le problème. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'identifier les données et les inconnus qui sont énoncés dans le problème. Donc, lis bien et fais bien attention à toutes les valeurs qui sont données, mais bien les bonnes unités aussi pour les valeurs qui sont là. Parce que parfois, quand c'est des problèmes, par exemple en physique, en chimie ou en sciences de manière générale, il faut des unités bien spécifiques pour résoudre le problème. Deuxième chose, il va falloir traduire le problème en maths. Donc, toutes les inconnues qu'on a listées et les données, on va leur donner un nom. Souvent, on va prendre les mêmes notations que le prof dans le cours pour pouvoir bien identifier les formules. Ça va être notre point juste après. Donc, comprendre les mécanismes qui sont mis en jeu, en tout cas mathématiquement, pour savoir quelles équations on va pouvoir utiliser dans la fonction. Ensuite, on va faire un dessin de la situation pour bien comprendre vraiment ce qui se passe physiquement. C'est pas toujours obligatoire, ça dépend un petit peu des situations, mais dans la plupart des cas, je conseille de faire un petit dessin rapide. Ça prend 2 minutes et ça permet vraiment de visualiser ce qui se passe. Dernière chose, ça va être de poser le problème et de le résoudre mathématiquement. On peut faire un exemple qui reprend un petit peu tous les points qu'on a listés juste au-dessus pour la résolution du problème. Alors, on va le lire ensemble. Ici, on dit que Alice court à 6 km/h et démarre sur la ligne de départ. Par contre, Bob, lui, il court à 6 mètres par seconde et il démarre avec 100 mètres d'avance sur Alice. La question qu'on pose, c'est quand est-ce que Alice et Bob vont se croiser? Alors, première chose qu'on va faire, c'est d'identifier les données et les inconnus et de mettre des notations qui sont appropriées par rapport à ce qu'on connaît ici. Alors, on sait que, par exemple, la vitesse d'Alice est de 36 km/h. Donc là, je vais l'appeler VA égale à 36 km/h. Pour Bob et Ellie, pardon, ici, avec une distance de 0 par rapport à la ligne de départ. Donc sa position initiale d'Alice, c'est de 0 mètre. Par contre, pour Bob, on va mettre une autre couleur. Hop. Pour Bob, lui, il court à 6 mètres par seconde. Donc la vitesse de Bob est de 6 mètres par seconde. Et il démarre avec 100 mètres d'avance sur Alice. Donc la position initiale de Bob est déjà de 100 mètres. La deuxième chose à faire, c'est de tout traduire en maths. Ici, c'est à peu près OK. Et il faut par contre mettre tout dans les bonnes unités. Ici, le problème, c'est que je n'ai pas les mêmes unités. On sait que, ici, on est dans un problème plutôt de physique. Il faut que les unités soient les mêmes pour les vitesses. Et souvent, on met en mètres par seconde. Ce qui n'est pas le cas pour Alice, ici, qui a une vitesse en kilomètres par heure. Donc, ce qu'on peut faire, c'est calculer la vitesse d'Alice en mètres par seconde. Et ici, il suffit de diviser par 3,6. 36 divisé par 3,6, ce qui me fait 10 mètres par seconde. La troisième étape, ça va être de comprendre les mécanismes mathématiques qui agissent ici. Ce que j'ai ici, c'est une course entre Alice qui démarre au tout départ à 0 mètre et qui court avec une vitesse de 10 mètres par seconde, et Bob qui démarre plus loin, donc il démarre avec de l'avance, mais il court moins vite. Ce qui fait que Alice va forcément rattraper Bob au bout d'un moment, et la question c'est quand est-ce que les deux vont se croiser. Donc mathématiquement, on va essayer de résoudre l'équation de quand est-ce que la position de Bob et celle d'Alice sont les mêmes. C'est ça en fait, le fait de croiser l'autre personne. Une fois qu'on comprend ce qui se passe, on va faire un peu de dessin de la situation pour un peu essayer de se représenter ce qui se passe ici. Alors, on va faire une petite ligne, puisque c'est une espèce de course en ligne droite qu'on a ici. Hop, je vais mettre l'axe des positions ici. On va mettre Alice au point de départ ici, donc il y a une position initiale de 0 mètre et qui a une vitesse qu'on a appelée VA. On a ensuite, un peu plus loin, à 100 mètres plus loin, on a Bob qui va avoir lui une vitesse qui est un peu plus petite, donc je vais mettre la flèche un peu plus petite ici, qui va être de VB. Et la question c'est quand est-ce que les deux vont se croiser? Alors forcément on peut déjà dire que ça va être après 100 mètres, donc ça va être quelque part par ici, mais c'est ça que je cherche, le point de croisement de Alice et Bob. Une fois que j'ai compris ça, il faut voir quand est-ce que Alice et Bob vont avoir la même. Donc on doit écrire les équations de la position d'Alice et l'équation de la position de Bob en fonction du temps. Je vais donc avoir XA, donc la position de Alice qui dépend du temps. Ça va être égal à sa position initiale que j'ai appelée tout à l'heure XA, plus la vitesse d'Alice fois le temps. Et pour Bob, on va avoir un peu la même équation. Je vais avoir la position de Bob qui dépend du temps, va être égale à sa position initiale que j'ai appelée XB, plus la vitesse initiale de Bob fois le temps.
Notez aussi que si on comprend bien physiquement ce qui se passe, le temps forcément est le même pour les deux. Les deux démarrent au même endroit du temps. Et donc pour poser le problème, il faut que xa de t est égal à xb de t. Donc au bout d'un moment, je veux que leur position soit la même. On va donc imposer que cette partie-là de l'égalité, hop, est égale à la partie ici pour Bob. Et donc là, j'ai bien posé mon problème. Il suffit maintenant de résoudre mathématiquement celui-ci. Alors, pour résoudre ça, on va juste remplacer les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc, on avait dit que la position initiale d'Alice, c'était 0 mètres, plus sa vitesse initiale, elle, c'était de 10 mètres par seconde, fois le temps, qui est la valeur que je ne connais pas, qui va être égal à la position de Bob au tout départ, qui lui a une avance de 100 mètres, et qui va avec une vitesse initiale de 6 mètres par seconde, fois le temps. J'ai donc une équation en t à résoudre, et on a vu tout à l'heure comment faire pour les équations, donc c'est parti. Je vais donc avoir 10t est égal à 100 plus 6t. Pour les équations, il fallait isoler la variable, ici en l'occurrence c'est le t, c'est pas un x, mais c'est pareil. On va donc mettre toutes les variables t du même côté, je propose de les mettre du côté gauche. Donc je vais devoir envoyer le plus 6t de l'autre côté, qui va devenir moins 6t. C'est donc 10t moins 6t est égal à 100. Et 10t moins 6t, il me reste 4t est égal à 100. Et donc, je peux en déduire que si je veux isoler le t ici, il faut mettre le fois 4 de l'autre côté qui devient divisé par 4. J'ai donc t est égal à 100 sur 4, ce qui me fait 25. Et ici, vu qu'on parle du temps, on est toujours dans un problème de physique, c'est en secondes, donc je vais avoir 25 secondes pour que les deux se rattrapent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller faire un tour sur notre site échecsmath.com. Tu y retrouveras plein d'autres ressources sous forme de vidéos, d'exercices ou même de cours particuliers. C'était Nicolas pour la chaîne Échecs et Maths. Salut!